Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine politique Les Congo d'abord. La République démocratique du Congo constitue aujourd'hui le dénominateur commun de tous ceux qui aiment ce pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimpanvita, le pays de Kassavubu. Et ce magazine reçoit pour vous aujourd'hui un homme à ne plus présenter. Professeur Mbata, vous êtes professeur de droit à l'université de Kinshasa et vous enseignez dans plusieurs autres universités, notamment en Afrique du Sud. Bienvenue sur ces plateaux. Parmi les thèmes que nous allons développer donc avec vous, d'abord, c'est les procès de Charles Onana est poursuivi par 3 ONG internationales qui l'accusent de négationnisme, donc des négationnismes sur le massacre des Tutsis. Cette question, nous allons donc le débattre avec vous. Mais avant d'aborder justement ces sujets, professeur André Mbatak, mais pourquoi on vous appelle professeur extraordinaire? Est-ce qu'il y a des parallélismes ou des convergences de ces titres académiques avec la RDC? Parce qu'en RDC, nous connaissons, il y a des professeurs associés, des professeurs ordinaires, nous avons des professeurs émérites, et vous, on vous appelle professeur extraordinaire. Pourquoi? Merci d'abord de l'invitation. Vous l'avez bien dit, je suis professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, mais je suis également professeur extraordinaire à l'école de droit de l'université d'Afrique du Sud à Pretoria. Vous posez la question sur le professeur extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'équivalence avec... Non, il n'y a pas d'équivalence ici. Le professeur extraordinaire s'occupe uniquement des thèses doctorales, de la direction des thèses et des masters et des doctorats. Et il faut dire qu'à ce niveau, non, je n'enseigne pas. Vous savez, nous sommes dans un monde compétitif. Les universités aujourd'hui sont jugées en termes de production scientifique. Combien de thèses vous faites, vous produisez, combien d'ouvrages, combien d'articles reconnus dans les revues internationales. Donc le professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud s'occupe uniquement de la direction des thèses doctorales et des thèses de masters. Et là-dessus, je dois dire que j'étais également dernièrement en Afrique du Sud. Je peux vous dire que j'ai déjà formé plus de 20 docteurs. Donc des personnes, je devrais en fait être retraité. Et donc c'est pas ça, je suis en cours. Vous devenez professeur émérite, c'est ça? Je deviendrai professeur émérite et à l'Université d'Afrique du Sud, ce qui n'est pas la même chose ici. Donc j'ai cette charge-là de promouvoir la recherche scientifique à l'Université d'Afrique du Sud et également ici dans mon pays comme professeur ordinaire à la grande faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Revenons sur ces sujets d'actualité. L'écrivain franco-camerounais Charles Onana est poursuivi par la 17e chambre correctionnelle de Paris. Charles Onana a écrit plusieurs ouvrages, une vingtaine de livres, dont l'Omerta, donc l'Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale. Ces écrits gênent, professeur Mbata. Bon, il faut d'abord dire que nous devons rendre hommage à Charles Onana. Cet universitaire, journaliste, politologue camerounais qui a consacré une grande partie de sa vie intellectuelle à notre pays, la République démocratique du Congo. Charles Onana, c'est un panafricaniste. Ce qui l'a intéressé le plus, ce n'est pas la réalité au Cameroun, mais ce qui se passe en RDC, parce que Charles Onana considère que, comme nous d'ailleurs, que la RDC, avec toutes ses ressources, la RDC, c'est l'un des pays les plus riches de la planète. De la RDC donc dépend donc la renaissance africaine dont on parle tant. L'Afrique de demain, l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique que nous voulons, cette Afrique développée, cette Afrique prospère dépend étroitement de la République démocratique du Congo. Donc, beaucoup de choses dépendent de la RDC. C'est pourquoi je crois que Charles Onana a consacré une grande partie de sa réflexion intellectuelle sur la RDC, notre pays, et comme Congolais, nous devons, et comme Africains d'ailleurs, nous devons lui rendre hommage pour son œuvre. Nous sommes absolument de cœur avec lui intellectuellement, avec Charles Onana, parce que ce qui se passe en France, c'est, moi je l'appellerais, c'est un procès de la honte. Procès de la honte. C'est un procès de la honte. Charles Onana a écrit notamment le livre intitulé Le Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Un livre préfacé par l'ex-commandant des casques bleus de l'ONU, Luc Marshall. Et c'est parmi ces écrits qui dérangent un peu parce que Charles Onana estime que les génocides qu'il y a eu au Rwanda, c'est un génocide rwandais, non pas d'une communauté qu'on appelle Tutsi. Non, mais je dis bien un procès de la honte. Ce sont en fait les menteurs qui s'élèvent contre celui qui s'est dit la vérité. C'est pourquoi je l'appelle le procès de la honte. Parce que ce que Charles, d'abord, il faut déplorer l'attitude de ces organisations internationales.
la Fédération internationale des droits de l'homme en France, toutes ces associations qui se sont jointes avec le régime de notre agresseur. Vous savez, tout le monde sait que la RDC est victime de l'agression par le Rwanda, nous allons en parler tout à l'heure. Eh bien, ce sont toutes ces associations qui se nourrissent aux mamelles de Kigali, qui se joignent à Kigali pour cette affaire, pour attaquer, mener ce procès contre Charles Nana. C'est pourquoi j'appelle un procès de la honte. Non seulement pour ceux qui ont entrepris ce procès, mais également pour la France elle-même. C'est un procès de la honte pour la France. Vous allez me demander pourquoi. Mais parce que justement, ce que Charles Nana affirme, c'est le fruit de sa thèse de doctorat. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure. Pourquoi on m'appelle professeur extraordinaire? Pourquoi je suis professeur extraordinaire? Oui. Je vous l'ai dit. Oui. J'ai même précisé que j'ai supervisé plus de 20 thèses doctorales à ce niveau. Donc, ce que Charles Nana développe, c'est le résultat de sa thèse. Et qu'est-ce qu'on dit dans la thèse? Mais c'est la liberté intellectuelle, la recherche scientifique. Il a fait des recherches, au terme de ses recherches, il a trouvé que sont morts dans les génocides, non seulement les Tutsis, mais aussi les Hutus. C'est pourquoi il a parlé du génocide rwandais, et c'est tout à fait français. Et même si est-ce que les Tutsis ne sont pas rwandais? Mais les Français eux-mêmes qui enseignent la langue française, si on l'attaque, il aurait dû parler, pourquoi il a parlé du génocide rwandais au lieu du génocide des Tutsis? Mais est-ce que les Tutsis ne sont pas des Rwandais? Lui parle du génocide rwandais, on l'attaque. C'est-à-dire il y a des Tutsis qui sont morts, il y a des Hutus. Mais laissez-là, il dit génocide rwandais, même s'il n'était que celui des Tutsis. Si les Tutsis sont rwandais, en français quand même, je parle au français parce que votre télévision a également une audience là-bas. Je vais arriver. C'est un procès de la honte. Donc c'est parti d'une thèse de doctorat. Vous ne pouvez pas quelqu'un dans n'importe... Et je suis professeur des universités. Je connais bien le système. Professeur de droit. Professeur de droit. J'étais professeur invité à l'université de Paris 13, en France. La personne que vous voyez a été professeur invité à l'université de Paris Sud, en France. La 6e université européenne, comme on l'appelle là-bas. J'ai été professeur invité là-bas, dans les deux universités. Et ce que j'ai dit, donc, vous devez prendre en partant de ce background-là. Donc, c'est un professeur des universités qui parle. Ce n'est pas parce qu'il parle à partir de la RDC, ce n'est pas parce qu'il parle à partir de l'Afrique. La personne qui parle a été professeur invité à Paris 13 et à Paris Sud. Donc, on ne peut pas, sur base d'une réflexion intellectuelle, d'un étudiant, d'un doctorant dans une thèse, la thèse est transformée dans un livre et vous le poursuivez en justice et vous êtes la France, le pays des libertés. Non, c'est pourquoi je l'appelais le procès de la honte. Où est la liberté intellectuelle? Où est la liberté de la recherche scientifique? Donc vous ne pouvez pas actuellement... Bon, je ne regrette pas, j'ai fait ma thèse en Afrique du Sud, mais je ne regrette pas d'avoir été à Paris, je n'ai pas cherché ça. Mais ce serait honteux pour les universités françaises. Donc aucun Africain ne peut plus faire une thèse de doctorat dans une université française librement, parce qu'à la fin, il peut se retrouver, lorsque sa thèse est transformée en livre, il peut être poursuivi en justice. Alors les gens n'iraient plus en France. Qu'un Camerounais qui quitte, qu'un Béninois qui quitte, quelqu'un qui quitte la Côte d'Ivoire ou un Sénégalais, il n'a plus de raison d'aller dans une université française parce que ça peut se terminer par un procès. Donc c'est un procès de la honte et qui pour moi rappelle étroitement cette affaire historique aussi parmi les procès en France. C'est l'affaire Dreyfus. Vous voulez que j'en dise un mot? Allez-y, allez-y. Nous sommes à la fin du siècle, du 19e siècle. Alfred Dreyfus est condamné injustement pour avoir trafiqué des informations secrètes à l'Allemagne. Il sera condamné injustement. C'est alors que les intellectuels s'élèvent, notamment parmi eux Émile Zola, qui écrit la fameuse lettre au président français, J'accuse, dans les années 1898. Émile Zola écrit J'accuse. Il défend Dreyfus et finalement, qu'est-ce qui était arrivé? On a trouvé que Dreyfus était innocent et c'est à partir de cette affaire Dreyfus, et ça c'est très important, que le mot intellectuel est né en France. Donc ceux qui ont soutenu, parce qu'on parle souvent des intellectuels et pourquoi les gens ne savent pas toujours d'où. C'est à partir de l'affaire Dreyfus en 1898. Tous ceux qui se sont joints pour défendre la vérité. Parce que l'intellectuel c'était devenu qui? C'est la voix des sans-voix. L'intellectuel c'est les défenseurs des causes justes.
Et ils ont vu là Dreyfus condamné injustement. C'est le cas aujourd'hui. Alors vous voyez Émile Zola s'est levé et alors on voit l'expression l'intellectuel, c'est en fait là en France, dans la tradition française qu'on la situe. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être un intellectuel, je vais défendre. Et Charles Onana, parce qu'il a défendu la vérité, il a fait ça dans le cadre scientifique, et que la France, la patrie des pas de donne, ça y entre. Ça pose un problème. Vous faites justement ces parallélismes. Le procès de la honte. Le procès de Charles Onana, c'est un procès de la honte pour la France, pour la liberté, même pour l'université. Je vous le concède, vous êtes professeur de droit. J'assume ce que j'ai dit. Le pauvre Mbata assume, j'assume comme intellectuel, j'assume comme universitaire africain. Je viens de le faire dernièrement, le samedi passé, j'étais à Nairobi, comme l'un des experts des Nations Unies pour l'Afrique. J'étais à Nairobi. Le sujet, c'était la gestion, les institutions, le développement économique en Afrique, le rôle des institutions internationales. J'ai parlé également de cette agression rwandaise de la RDC. Je parlais du rôle néfaste joué par l'ONU, la MONUSCO, une trentaine d'années, plus de 3 décennies. Au pays, un budget colossal. Il n'a rien fait pour... Donc un échec pour la mission onusienne en RDC. Un échec onusien. Et lorsque vous parlez de maintien de la paix, qui est secrétaire général des Nations Unies pour le maintien de la paix? C'est un Français, monsieur Delacroix, il était ici d'ailleurs. Mais quand c'est un Français qui s'occupe des opérations de maintien de la paix et que la MONUSCO échoue, mais c'est aussi l'échec de la France. Mais au lieu de parler de ça, ce qui m'a un peu fait sourire, c'est quoi? Il s'occupe du maintien de la paix, les troupes des onusiennes, l'ONU ne fait rien, et on voit les Congolais défiler, non pas pour parler contre l'agression de leur pays, mais chacun a dans sa veste des mémorandums. Chacun a son agenda. Un mémorandum sur le dialogue. Donc, je reviens sur le procès Onana. J'ai dit, Charles Onana, c'est un procès de la honte et c'est regrettable. Mais j'espère que les juges français qui jugent à partir d'aujourd'hui Charles Onana vont être à la hauteur et redorer quand même le blason terné de la France. Ça, c'est un souhait parce que... Je voudrais terminer. Professeur Ouelzi, rapidement. Il est poursuivi sur une base d'une loi sur la liberté de la presse. Mais je parle à un grand journaliste ici. Le procès là vous intéresse comme journaliste. Parce que Charles Onana est poursuivi sur base d'une loi sur la presse en France, une loi de 1881. Et cette loi a été modifiée en 2017 pour y ajouter la négation du génocide. Et cette loi a été votée sur le président Macron. Vous ferez la ligne, non? La loi sur la liberté de la presse. Ici, les journalistes, la dépénalisation chez les Congolais. Mais voilà ce qui se passe en France. Il est poursuivi sur base d'une loi injuste. Sur la dépénalisation des délits de presse. Oui, ici, on l'accuse parce qu'on a ajouté à la sous-pression des ONG rwandaises et pro-Kagame, on a ajouté une dimension à cette loi-là qu'il faut sanctionner la presse, même quand elle s'occupe de la négation, du négationnisme du génocide. Et cette loi-là, elle est votée sur le président français Macron. Et c'est le président français Macron qui vient de diriger ce sommet franco-africain que notre chef de l'État a boycotté en partie. On va en et parler. Vous voyez donc le lien. On va en parler, vous voyez professeur un lien Mbata. qui part de là jusqu'au moment où on va tout de même parler de... Ouais, on va en parler. Sommet. Vous avez fait ces parallélismes avec Émile Zola, Dreyfus, tout ça, du fait qu'il a été innocenté. Et c'est un parallélisme que vous voulez faire aussi avec les procès. Dreyfus a été innocenté. J'espère que les juges vont innocenter Charles Onana. Et ils vont entrer dans l'histoire. Mais nous ne sommes pas là pour influencer les procès parce que le dossier est en instruction déjà. L'instruction va commencer aujourd'hui. Et nous laissons la justice française de faire ce travail, de dire les droits et surtout le bon droit. Oui, mais un professeur de droit, vous ne pouvez pas lui interdire de mettre un point de vue scientifique comme professeur des universités, professeur de droit. Je pense, je pense absolument que les juges vont saisir cette occasion pour laver la France de l'odieux. Parce que vraiment ici, c'est un procès de la honte. Je sais que nous avons la radio-télévision nationale congolaise RTNC sous la houlette de Madame le directeur général Sylvie Elengue Nyembo a dépêché une équipe de journalistes pour couvrir ces procès parce que nous suivons en temps réel ce qui se passe à Paris, notamment à la 17e chambre correctionnelle de Paris où se tient le procès contre Charles Onana avec la complicité
de la réalisation, nous allons prendre quelques Congolais de la diaspora qui sont sur place, même des Africains, qui ont réagi sur ce procès que vous qualifiez de procès de la honte. Nous allons donc prendre ça avec Kachala si la réalisation est prête et va nous proposer ces quelques interviews réalisées par nos envoyés spéciaux sur place à Paris, Joël Makela et Didier Mbouy. D'abord, je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. Je suis venu ici en soutien à notre ami et frère Charles Onana pour ce qu'il écrit sur le Congo, notre pays, et ensuite sur les mensonges que les lobbies Tutsi Power et le Rwanda diffusent, d'abord contre le Congo et ensuite contre tous ceux qui écrivent contre les gens qui sont propagés tant. Vous savez qu'au Rwanda, il y a moins de 1 million de personnes. Il y a 800 000 à peu près qu'ils disent qu'ils sont des Tutsis. Mais dans les 800 000, on compte la grande partie des Hutus qu'ils ont tués au Rwanda, qu'ils ont poursuivis jusqu'au Congo. Et voilà, on ne parle que de Tutsis et pas des Hutus et pas des victimes congolaises. La preuve, dans ce sommet de francophonie que le président de la République vient de participer, Macron a omis de parler des victimes congolaises. C'est très grave. C'est un scandale. C'est un scandale qu'un journaliste, écrivain comme Charles Onana, qui relate ce que vit le noir, qui relate les problèmes africains, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il écrit, mais qui se retrouve aujourd'hui amené devant un tribunal parce qu'il a écrit un livre et il a écrit Holocauste. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Il est en train de décrire ce qui se passe à l'est du Congo. Le Rwanda aujourd'hui avec Kagame est en train de tuer le peuple africain. Il ne tue pas simplement les Congolais. Nous, panafricanistes qui nous battions du matin au soir, jour et nuit ici à Paris, pour que l'homme noir soit libre, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes là par, j'ai envie de dire, une dette spirituelle et morale à l'égard de M. Charles Onana qui fait un travail immense et nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ce journaliste, ce travailleur, ce chercheur de vérité et grâce auquel nous permettons enfin de diffuser des informations au-delà du peuple congolais, mais dans le monde entier pour sensibiliser et intéresser des personnes qui sont ignorantes de la tragédie, l'immense tragédie du peuple congolais. C'est un grand jour aujourd'hui parce que ça nous a donné l'occasion de venir assister à ce procès par patriotisme, par reconnaissance aussi vis-à-vis de Charles Onana, et aussi par recherche de la vérité. Donc, patriotisme parce que nous aimons notre pays et nous pensons que tout ce qui touche à la vie des Congolais, ça nous concerne et nous pouvons nous libérer pour venir soutenir celui qui se donne pour défendre la cause des Congolais. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous l'avez suivi, la mobilisation est détail. Les Congolais de la diaspora, les Africains qui sont en Europe ont tenu à participer, à assister à ces procès contre Charles Onana. Le procès en fait ici, ce sont les agresseurs de la RDC. La RDC est là-bas. C'est la RDC victime. L'Holocauste de Charles Onana l'a bien décrit. Et il pose la question, la France complice. Mais la France n'a qu'à répondre. Parce que, imaginez, je suis également député national. Ils ont voté une loi en 2017 pour ajouter négationnisme du génocide. Mais nous aussi, nous pouvons faire négationnisme de l'Holocauste. Négationnisme de l'Holocauste. Nous sommes victimes d'une agression, l'agression rwandaise. Plus de 10 millions de Congolais ont été tués, massacrés. Donc, si nous nous instituons aujourd'hui un crime où nous adoptons une loi pour le négationnisme de l'Holocauste, mais même ces personnalités étrangères seraient poursuivies. Mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que de l'autre côté, la politique de la chaise vide ne paye pas. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre sur pied des lois qui puissent poursuivre tous ceux-là qui... Bon, nous sommes un pays démocratique et assez civilisé.
et assez civilisé ici en matière de liberté. Donc je dois dire, parce qu'on voit, c'est un procès de la honte. Et la France, j'ai honte pour la France. Et la France devrait avoir honte, surtout comme intellectuel. Parce que la France a déjà eu honte dans l'affaire Dreyfus. Hein? Et donc je voudrais que... C'est tout Africain. Tout Africain devrait être derrière Charles Onana. Parce que ce que Charles Onana défend indirectement, ce sont les intérêts de l'Afrique. Il défend la RDC et sans la RDC, il ne peut pas y avoir de renaissance africaine. Professeur Bata. Donc je crois que c'est un procès de la honte, mais j'ai encore confiance dans ces juges français qu'ils vont redorer le blason terni de la France, le blason terni sous le régime du président Macron. C'est sur lui qu'on vote la loi. J'imagine quelle pouvait être la mobilisation de la presse congolaise. Parce que je vois déjà au niveau du pays, la mobilisation sur la dépénalisation. Des équipes regarde ici, j'aurais souhaité que toute la presse, tous les journalistes, félicitations à la RTNC, félicitations à Madame la directeure générale, mais j'aurais souhaité que les journalistes partout sur le continent se mobilisent. Parce que nous sommes avec vous pour défendre vos droits. Voilà l'un des vôtres, doublé d'un universitaire dont les droits sont méconnus et qu'on poursuit injustement. Dans une France qu'on avait dit la terre des libertés, la terre des droits de l'homme. Non, c'est ridicule et c'est regrettable. Voilà, parce que c'est pratiquement la devise de la France, hein, liberté, égalité, fraternité. Voilà, nous allons parler justement de une autre plainte qui a été déposée cette fois-ci, c'est contre Kagame. Les avocats de Charles Onana ont déposé une plainte contre le président rwandais Paul Kagame. Ils estiment que le 13 juillet 2024, le président en exercice du Rwanda, Paul Kagame, avait déclaré au cours d'une conférence de presse à Kigali, je cite, « Qu'en ce qui concerne les négationnistes du génocide, ils existent, nous devons les combattre. » Et Kagame de poursuivre, « Certaines personnes à l'extérieur qui passent leur temps à critiquer tous ces gens-là, comme Onana, qui vit en France, laissez-les. Ils vont mourir. Ils ont des collaborateurs dans cette guerre de l'Est du Congo. Les Congos les aident, mais lorsqu'ils arrivent à ce stade, nous intervenons, nous cherchons une autre solution au problème. » Les avocats de Charles Onana ont considéré cela comme étant une menace sérieuse contre leurs clients. Ils ont porté plainte contre Kagame. Et la démarche est à saluer. Bon, c'est sans commentaire et c'est tout à fait clair. Vous menacez, ils vont mourir. C'est une menace de mort. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? Ou peut-être que ce n'est pas si clair en français, la langue française, la langue de Molière, la langue de Voltaire, qui juge actuellement Charles Onana. Est-ce que ce n'est pas clair? De telles personnes vont mourir. Est-ce que ce n'est pas une menace de clair? Ce n'est pas une menace de mort clairement exprimée? Je ne sais pas si c'est le français, voilà ce qu'on considérait, mais je ne sais pas si le français est toujours la langue officielle de la France. Mais c'est clair, je n'ai pas de commentaire à faire. Ça doit être clair pour tout le monde que là, il y a menace de mort. Professeur Mbata, on va de procès en procès. Il y a un autre procès. La RDC a intenté un procès contre le Rwanda. Là, nous sommes à Arusha, en Tanzanie. Et le procès a déjà démarré. Mais du côté rwandais, ils estiment que le tribunal d'Arusha n'est pas compétent pour traiter cette question, surtout que la RDC venait d'adhérer il n'y a pas longtemps à la Eastern Community Africa, donc à l'EAC. Mais je dois dire que là, c'est le négationnisme de l'agression. C'est aussi un crime dont les Français, nos amis français devaient se saisir. C'est le négationnisme. Mais ici, parce que la RDC, le crime, n'était pas encore membre de l'EAC. Mais vous croyez que nos amis rwandais, ils veulent à tout prix se soustraire de cette affaire de l'agression dont nous sommes victimes. Mais ici, ce que je peux dire comme juriste, c'est quoi? Mais l'infraction est continue. Hein? Même si avant, la RDC n'était pas encore membre de l'EAC. La RDC est aujourd'hui membre de l'EAC. Mais pour tout étudiant en droit, l'infraction est continue. Si c'est cet argument-là, l'infraction continue. Ils n'ont pas cessé d'agresser la RDC. Ils continuent même au jour d'aujourd'hui.
où nous sommes déjà devenus membres de l'EAC, nous continuons à être victimes de l'agression rwandaise. L'infraction est continue. Là, c'est comme je parlais de menaces de mort tout à l'heure. C'est tout à fait simple pour un étudiant de droit. Je crois que les... Donc c'est sans commentaire, les choses sont claires, limpides. L'infraction est continue. La RDC n'était pas encore membre, mais aujourd'hui elle est membre, mais l'agression continue. C'est tout à fait simple. Donc le tribunal d'Arusha en Tanzanie peut statuer. Bon, il devait trouver d'autres arguments, mais pas ça. Ou il devait recourir à des meilleurs juristes pour ne pas invoquer un tel argument. Professeur Mbata, nous parlons justement du 19e sommet de la francophonie organisé à Paris, sommet auquel ont pris part une cinquantaine de chefs d'État et des gouvernements, notamment celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais tout de même un bémol dans ce sommet. À la clôture, le chef de l'État n'a pas participé au huis clos de chefs d'État et de gouvernement, puisque, vous l'avez suivi, le président Macron a cité les pays qui sont victimes de conflits, de violences. Il a parlé du Liban, il a parlé de l'Ukraine, de la Russie, même des pays qui ne sont pas membres de la francophonie. Mais il y a eu omission totale de la République démocratique du Congo, ce qui n'a pas enchanté la partie congolaise. Ces boycotts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a emballé la toile et tout le monde en parle, la presse internationale. Et quelle est votre analyse? Bon, moi je suis tout simplement fier de mon président. Je suis fier du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'attitude qu'il a prise. Il a quitté ce sommet. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Pour aller échanger avec la diaspora. Mais oui, il fallait parler aux Congolais. Il n'y avait pas de temps à perdre. On va en parler tout à l'heure. Vous savez, on me reproche souvent d'être, parce que je suis anglophone. Je ne suis pas, ce n'est pas parce que je suis anglophone. Moi, je sais les termes que vous utilisez souvent, oui. Rockstate. Oui. Donc, vous ne pouvez pas comprendre, en réalité. 30 ans dans la francophonie, qu'est-ce que vous avez eu? En réalité, 30 ans dans la francophonie. Nous sommes le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a eu? Réunir ces sommets chaque année, 50 chefs d'État africains se retrouver autour d'un chef d'État étranger, tout un continent, mais on doit y mettre un terme. Et je crois que c'est ce que le président Félix vient d'entamer. Il y aura des conséquences pour les prochains sommets. Il y aura des conséquences. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je voudrais insinuer quoi? Vous savez, vous m'avez présenté comme député, vous avez peut-être oublié que j'étais premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, j'étais, naturellement, il y a un président de l'Assemblée nationale qui chapeaute tout. J'étais responsable sur le terrain de la diplomatie parlementaire. Je vais vous dire une chose, monsieur le directeur. Je suis arrivé une fois à Rabat, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On refusait de me donner la parole alors qu'on venait de la donner au Rwanda. Ça, c'était au Maroc. C'était au Maroc. Vous savez ce que je leur ai dit? Si je n'ai pas la parole, la RDC quitte la francophonie. Ah bon? Et j'avais eu la parole. Je dis, si je n'ai pas la parole à Rabat, la RDC quitte la francophonie. On ne peut pas comprendre. Heureusement, on m'avait donné la parole. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Plus grand que la France. Avec un nombre important de locuteurs. Plus grand que la France. Des gens qui parlent français. Nous sommes même l'avenir de la francophonie. Sans nous, que vaut la francophonie? Nous sommes l'avenir de la francophonie. Et vous êtes là, président Macron, vous ignorez le conflit qui se passe en France et vous allez nous dire j'étais parcellaire. Monsieur le président, j'étais parcellaire, j'ai oublié. Non. Le conflit se passe dans le plus grand pays francophone au monde et vous êtes parcellaire. Et je veux dire, ça c'est lui. Et vous comprenez, nous venons de parler de la loi sur le génocide, sur base de laquelle Charles Onana est poursuivi. Cette loi-là, elle était votée sous la présidence de François Macron. Vous ne trouvez pas un lien? La France complice, mais oui. Mais oui. Vous avez le Rwanda qui nous agresse. Le français n'est pas la langue officielle du Rwanda. C'est nous qui la gardons. On ne va pas y arriver là, mais je pense que lorsque les gens parlent trop de la Constitution, nous n'en sommes pas encore là-bas. Mais je crois que l'un des articles, pourquoi pendant 60 ans après, vous devez garder une langue française comme la langue officielle? Toutes les autres langues nationales sont au second plan face à une langue étrangère et nous sommes des nationalistes. Donc, et les Kimpanvita, en d'autres mots, le Congo doit tirer les conséquences de ces... Une langue française, le français est la langue officielle. Les langues nationales sont
Et nous sommes des nationalistes, nous avons le sang de Lumumba, nous avons le sang de Kimbangu. Mais il y a comme il faut des critères pour élever. C'est un grand débat pour élever une langue, par exemple. Revenons sur l'essentiel. Ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Beaucoup de critères, oui. Beaucoup de critères. Vous n'allez pas trouver en Afrique du Sud. Le Swahili est la langue officielle de la Tanzanie, monsieur le directeur. Le français n'est plus la langue officielle du Rwanda. Ce ne sont pas des choses bénignes. Concrètement, qu'est-ce que vous revenons à l'attitude du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, vous avez eu raison. Là où je me trouvais, à Nairobi, vous nous avez consolés. Vous nous avez redonné l'honneur. J'attendais. Je ne voulais pas voir mon président à la fin de cette session. Et là, c'est aussi le secrétaire permanent de l'Union sacrée qui s'exprime. Je ne voulais pas voir mon président de la République aller jusqu'à la fin de cette session où on ignore le conflit dans le plus grand pays francophone au monde. Mais heureusement aussi, au niveau de la francophonie, vous savez, nous étions dernièrement avec le président Vital Kamerhe qui conduisait une importante délégation à Montréal, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et là, justement, nous avons obtenu une résolution sur la RDC. C'est dire que l'attitude... Les Canadiens étaient clairs, ils ont condamné... On a condamné. C'est pour dire que l'attitude du président Macron... Il ne reste que les sanctions. L'attitude de Macron, ce n'est pas l'attitude de tous les Français. C'est ça qui nous soulage. L'attitude de ses accointances avec le régime du Rwanda, son attitude, son traitement de la situation au Congo, ce n'est pas la situation de tous les Français. Nous devons faire la part des choses. Ce n'est pas non plus la position de tous les francophones. Parce que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui représente les parlements de tous les pays francophones, eh bien, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui s'est tenue dernièrement à Montréal, au Canada, avait adopté la résolution sur la RDC au sujet de ces situations que nous déplorons. Donc, je réponds en disant que nous ne pouvons, c'était inacceptable. Même si ça s'est passé samedi ou vendredi, moi, personnellement, je n'ai pas la titre personnel. Je me serais attendu que même après-demain, notre ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de France à Kinshasa. Et ça, c'est votre point de vue. Pour lui exprimer notre indignation. Parce que eux, quand ils ont un problème, vous voyez un ambassadeur qu'on transporte directement chez le chef de l'État. On ne l'amène même pas chez le ministre de la Justice, parce qu'on a inquiété un Français. On ne l'amène pas chez le Premier ministre, mais on transporte un ambassadeur directement chez le chef de l'État. Donc je souhaiterais, mieux vaut tard que jamais, qu'on appelle l'ambassadeur de France. Et nous, quant à nous, nous allons, si la France ne reconsidère pas sa position, nous allons en tirer les conséquences. Parce que notre chef de l'État, nous n'allons pas laisser le président de la République démocratique du Congo, le président du plus grand pays francophone du monde, nous n'allons pas laisser notre président, lors des prochains sommets, aller à un sommet où nous sommes catégoriquement méprisés. Évidemment, ce sera la décision du président lui-même. Mais nous, comme Congolais, nous n'allons pas, nous attendons que la France, il l'a fait. Il y a un communiqué, une conférence de presse. La politique de la chaise vide ne paye pas parce qu'on dit que le président quitté, il devait quand même assister jusqu'au bout, même si... Laissez ces expressions-là de la chaise vide, mon cher ami. Le Burkina Faso n'était pas là, ils sont morts. Le Mali n'était pas là. Si je ne vais pas en France, je ne vis pas. L'Afrique du Sud était là. Non. La politique de la chaise vide, Israël ne participe pas à certaines réunions. Et ce pays-là est mort, la politique de la chaise vide, non. Nous devons nous affirmer, nous sommes un grand pays. Moi, je me définis comme citoyen d'un grand pays au cœur du continent africain. Je me définis comme un Africain, c'est d'abord le Congo, et après le Congo, c'est d'abord l'Afrique aussi. Je me définis comme un citoyen africain, un patriote africain. Un panafricaniste. Un panafricaniste. On doit respecter ce pays, quelles que soient les crises auxquelles nous faisons l'objet. C'est pourquoi, quand vous voyez l'attitude de certains de nos compatriotes, en train de faire les tintins dans des manifestations internationales pour faire condamner leur propre pays. Mais c'est la honte. C'est ridicule. Puisque vous en parlez, professeur. Donc vous allez voir certaines marionnettes en train de défiler. Nous voulons que la RDC ne soit pas membre du Conseil de sécurité. Mais à quel type de gens on a fait? Des conseils de sécurité. Donc ça, c'était notre sujet. C'était une parenthèse, on en parlera prochainement. Professeur Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission. Déjà. Nous allons aborder ces derniers points, la dernière sortie des prélats catholiques, des évêques catholiques, sur des grands médias internationaux.
Je cite ce qu'ils ont, je reprends pour reprendre leurs propres termes, ils ont dit que l'État congolais est en faillite. Comment vous interprétez ce mot? L'État est en déliquescence. Bon, monsieur le directeur, je crois que c'est un sujet qui me fait de la peine. Pas seulement comme un intellectuel, mais vous parlez aussi à un ancien séminariste. Un ancien séminariste. Qui a jeté l'éponge. Hein. Donc, j'ai des collègues qui sont évêques. Ça me fait honte. Ça me fait honte. Les évêques, nous sommes dans une situation où le pays est agressé. Vous n'allez pas voir, vous allez vous saisir des chaînes internationales sans condamner le Rwanda. Vous faites les jeux de qui? Mais les évêques doivent être également des patriotes. Oui. Évidemment, au pays, tout le monde peut se prononcer. Mais vous avez vu l'archevêque de Kigali? Vous avez vu l'archevêque de Bethléem? Israël, parce qu'ici nous avons beaucoup d'églises, non? Israël, vous savez ce qu'Israël représente? Vous voyez ce qui est en train de... Vous avez vu l'archevêque de Tel Aviv? Vous avez vu le cardinal archevêque de Jérusalem en train de sillonner le monde, TV5, France 24 pour... Professeur, comparaison n'est pas raison. Hein? C'est pour vous dire quoi? Que ici, on sent la haine ou une opposition inutile. Parce que vous savez, et je ne veux pas entrer dans le secret, le cardinal a été reçu dernièrement par le chef de l'État, conduit par le nonce apostolique. Vos confrères lui posent la question, mais vous avez dit ceci, éminence. Il dit non, ce sont des malentendus. Là, c'est à Kinshasa. J'ai des prêtres de Kinshasa sanctionnés parce qu'ils nous ont voulu réclamer seulement la bonne gestion de l'archevêque de Kinshasa. Bon, il y a eu un arrangement à l'amiable à l'interne. Non, l'arrangement, non. Il y a eu un arrangement, j'ai des informations. On les a sanctionnés. Mais après, il y a eu un arrangement. Non, je parle au jour d'aujourd'hui. Certains, les positions qu'ils occupaient, la sanction n'existe plus. Ils ont eu un Certains ont été, tu étais curé, tu n'es plus curé. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc, vous étiez curé, vous n'êtes plus curé, vous étiez dans une paroisse où il y avait beaucoup plus d'offrandes. On vous enlève, on vous met ailleurs. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ici? La gratuité dans l'enseignement. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'accord cadre avec l'Église catholique. C'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais à ce moment-là, comme député, je peux dire pourquoi est-ce qu'on peut retirer cet accord cadre? Et ici, parce que... Où sont les autres évêques? Est-ce que c'est que dit le cardinal ou monseigneur que vous avez cité? Est-ce que c'est le point de vue de tous les évêques du Congo? Dites-nous, si ce sont tous les évêques du Congo, il y a un problème. Est-ce que c'est le point de vue du Saint-Siège ou du Vatican? Sinon, il y a un problème. Ou bien, vous savez, on ne peut pas être politicien en même temps être dans les ordres. On leur interdit, parce que ce sont des citoyens congolais, ils le peuvent parler. Et ce régime permet à tout le monde de parler. La liberté. Même l'opposition vient ici. On insulte notre chef. Ce régime, il n'y a jamais plus de liberté que sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ne nous dites pas, mais ils sont quand même, c'est toujours la même phrase. Mais ce sont les citoyens congolais, on ne peut pas leur interdire. Non, on n'a jamais interdit. Mais donnez à César ce qu'il y a à César. Regardez par exemple, à Brazzaville, vous avez des évêques. Voilà, professeur, donc, je pense que... c'est vraiment regrettable. Nous disons seulement ceci. J'ai beaucoup de respect pour les évêques et pour le cardinal. Il sait que j'ai beaucoup de respect. Mais j'ai également des collègues évêques. Donc nous avons besoin d'un respect parfois qui ne partagent même pas peut-être les mêmes points de vue que les cardinaux. Mais ils doivent parler. Parce que la complicité, c'est le silence. En fait, ici, quelle est la position? Et je m'adresse. Quelle est la position de l'annonciature comme député national? L'annonciature soutient-elle cette position-là? Le nonce soutient cette position, lui le nonce, qui a amené le cardinal chez le président de la République? Est-ce qu'il soutient cette position-là? Parce qu'il était là. Mais quand il s'était, on ne connaît pas sa position. Non, le silence est complice. À moins que, et c'est ça, vous me permettez, le silence dans cette affaire, le silence de la part de l'annonciature et du Saint-Siège, c'est complice. Donc nous attendons, et d'ailleurs les évêques vont là-bas. Ils vont illuminer, il y a une manifestation comme ça à Rome. Nous attendons, moi comme député national, moi comme citoyen congolais, je ne peux pas accepter ce qui est arrivé. Nos évêques ont toute la liberté de le faire, mais il faut quand même être honnête. L'évangile, c'est l'honnêteté aussi, reconnaître ce qui est bien fait. Professeur extraordinaire, bien fait, on le critique. André Mbata, je viens vous appeler comme ça, professeur extraordinaire. C'est le meilleur titre, c'est mon premier titre avant d'être politicien. J'ai dit, je suis d'abord professeur des universités. Et j'ai toujours dit, je crois que ce n'est pas votre émission. Si je ne peux pas m'assumer comme professeur des universités, je rentre dans mon université le jour qui vient.
Donc l'université africaine, l'intellectuel africain a des responsabilités. Je ne suis pas là parce que j'ai un père Dieu m'a touché. Je ne suis pas là parce qu'on doit me payer le salaire d'un député. Je suis professeur des universités et ma responsabilité est énorme, directeur. Je suis le premier professeur noir de droit public à l'université d'Afrique du Sud. Et meilleur élu de Mbérengue. Meilleur élu de Mbérengue. Sur la liste IDPS, c'est ça. Quand un général de l'armée sud-africaine obtient la thèse sous ma direction, on me demande, pauvre, quand est-ce que vous rentrez à la maison? Je dis, ma maison c'est le Congo, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Voilà. Donc c'est à ce titre-là qu'on me mélange pas d'autres de choses. C'est le professeur André Mbata qui parle. Je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Vous êtes secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Je suis secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation. J'ai félicité notre chef pour son attitude à Paris. Félicitations. Et je crois qu'il y aura des conséquences. La majorité qui dirige en France, et parce que vous vous référez à moi comme secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, la majorité présidentielle, la majorité qui dirige actuellement en France, avec le président Macron, il doit considérer cette position qui vient de la majorité qui dirige en RDC, que nous n'allons pas tolérer cela, que nous avons droit à un respect comme étant le plus grand pays francophone au monde, et que le prochain sommet, nous n'allons pas tolérer de celui qui le présente. Et ça sera votre conclusion pour cette émission, mesdames, messieurs. Nous vous disons sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez daigné accorder à ce magazine, Les Congos d'abord. Les Congos doivent primer avant toute chose, avant les intérêts égoïstes, avant les intérêts mesquins, avant les égaux, mais d'abord les Congos. C'est ce que nous faisons sur cette. C'est le Congo d'abord. Merci professeur extraordinaire André Mbata Betoukoumessou. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université de Kinshasa. Ici, l'équivalence de votre titre, c'est le professeur ordinaire. Mais avec spécialité, vous dirigez plus ceux-là qui défendent, qui soutiennent leur thèse de doctorat. Merci de nous avoir suivis, merci professeur, et espérons vous retrouver à la prochaine occasion. Merci de m'avoir invité. Merci.